Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Métropole, juin 2017. Exercice 1. Partie A. On considère la fonction h définie sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini par h de x est égal à x exponentielle de moins x. Première question. Déterminer la limite de la fonction h en plus l'infini. La suite de l'exercice. Partie A. On considère la fonction h définie sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini par h de x est égal à x exponentielle de moins x. Première question. Déterminer la limite de la fonction h en plus l'infini. Donc on va déterminer la limite de la fonction h. Nous avons h de x est égal à x exponentielle de moins x. Donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x. Alors, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x, c'est 0. Ça, on connaît, c'est le cours. Donc, on remplace direct, nous obtenons la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x. On remplace par ce qu'on vient de mentionner ici. Nous obtenons donc plus l'infini qui multiplie 0. On a donc une forme indéterminée. Alors, pour lever la forme indéterminée, on va réécrire h de x sous une autre forme. Donc, on sait que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Donc, on va réécrire. On a donc la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x. Alors, à la place de exponentielle de moins x, on va mettre 1 sur exponentielle de x. Nous obtenons donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, c'est plus l'infini. Donc, en remplaçant, nous obtenons cette situation plus l'infini sur plus l'infini qui est toujours une forme indéterminée. À ce niveau, donc, on va faire appel au théorème des croissances comparées. Nous avons ici le théorème des croissances comparées. Nous avons ici la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x qui est égal à 0. Cette forme nous rappelle la première forme de la fonction h ici. Et ici, nous avons la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x qui est égal à 0. Alors, cette forme, c'est ça que nous avons ici. Donc, nous avons directement la limite ici. On peut donc écrire directement que, d'après le théorème des croissances comparées, la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x, qui est égal donc à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x, est égal à 0, d'après le théorème des croissances comparées. Alors, si on utilise la première forme ici, c'est-à-dire que h de x est égal à x exponentielle de moins x, on peut faire un changement de variable pour avoir cette forme. Donc, une autre façon de faire, on pose grand x est égal à moins petit x. Donc, posons grand x est égal à moins petit x. Donc, puisque la différence se situe au niveau de l'exposant ici, on a moins x alors qu'ici nous avons x. Donc, on va poser grand x est égal à moins petit x. Alors, si grand x est égal à moins petit x, en multipliant le tout par moins 1, nous obtenons donc petit x est égal à moins grand x. Alors, ici, étant donné que x tend vers plus l'infini, donc, quand x va tendre vers plus l'infini, petit x va tendre vers plus l'infini, on voit bien que grand x va tendre vers moins qui multiplie plus l'infini. C'est-à-dire, grand x va tendre vers moins l'infini. Donc, on va écrire que quand x, petit x tend vers plus l'infini,
grand X tend vers moins l'infini. Ce qui revient à dire que la limite quand petit x tend vers plus l'infini de h de x, qui est donc la limite quand x tend vers plus l'infini de petit x exponentiel de moins petit x, c'est donc la limite, puisqu'on a fait le changement de variable, c'est donc la limite quand grand X va tendre vers moins l'infini. Alors, à la place de petit x, on met donc moins grand X. On a donc la limite quand grand X tend vers moins l'infini de moins grand X exponentiel de grand X. Alors, on peut mettre le moins avant la limite, ce qui nous donne donc moins la limite quand grand X tend vers moins l'infini de grand X exponentiel de grand X. On retrouve donc cette forme qui nous donne 0. Ce qui nous donne donc, on a moins 1 qui multiplie cette limite, c'est-à-dire moins 1 qui multiplie 0. Donc on a moins 1 fois 0 qui est égal à 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est donc égal à 0. Deuxième question, étudier les variations de la fonction h sur l'intervalle fermé à 0, ouvert à plus l'infini et dresser son tableau de variation. Deuxième question, étudier les variations de la fonction h sur l'intervalle fermé à 0, ouvert à plus l'infini et dresser son tableau de variation. Alors, on a donc la fonction h qui est définie par h de x est égal à x exponentiel de moins x sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Alors, ici, on voit bien que h, c'est un produit de la fonction qui a x associé x, c'est-à-dire c'est un monome ou encore, si on veut, c'est un polynôme. Et ici, nous avons la fonction exponentielle. On sait que la fonction exponentielle est continue et dérivable sur R, donc continue et dérivable sur l'intervalle fermé de 0 à plus l'infini ouvert, parce que cet intervalle est contenu dans R. De même, la fonction polynôme ici, par exemple, ici nous avons x, la fonction polynôme est continue et dérivable sur R. Donc, continue et dérivable sur cet intervalle qui est contenu dans R, c'est-à-dire l'intervalle de 0 fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Donc, on peut écrire que la fonction h est continue et dérivable sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini en tant que produit de deux fonctions qui le sont sur ce même intervalle. Donc on peut dériver. Nous avons donc notre fonction h de x qui est égale à x exponentiel de moins x. Donc la dérivée h' de x, ce n'est rien d'autre que la dérivée du produit x exponentiel de moins x. Alors, on sait comment dériver un produit de deux fonctions. C'est égal à la dérivée de la première fonction multipliée par la seconde plus la première fonction multipliée par la dérivée de la seconde. Donc, on va écrire que c'est la dérivée de x multipliée par exponentielle de moins 1 plus x multiplié par x, la dérivée de exponentielle de moins x. Alors, la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de exponentielle de moins x, c'est la dérivée de la fonction composée exponentielle de u de x. La dérivée de exponentielle de u de x, c'est u' de x multiplié par exponentielle de u de x. Alors, u de x ici pour nous, c'est moins x. Donc, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Ce qui nous donne la dérivée de exponentielle de moins x, c'est donc moins 1 qui multiplie exponentielle de moins x. Donc, on remplace, nous obtenons donc, ici, on a 1 qui multiplie exponentielle de moins 1, plus x qui multiplie donc moins 1 exponentielle de moins x. Alors, on développe ici, nous obtenons donc 1 fois exponentielle de moins x, ça fait exponentielle de moins x qui multiplie donc exponentielle de moins x. On peut mettre exponentielle de moins x en facteur. Nous obtenons donc exponentielle de moins x facteur de 1 moins x. On connaît la fonction dérivée, on peut donc étudier le signe de la fonction dérivée. Alors, signe de la fonction dérivée, nous avons h' de x est égal à exponentielle de x facteur de 1 moins x. On sait que quel que soit le réel x, exponentielle de moins x est strictement supérieur à 0. Donc, on va écrire que pour tout réel x de cet intervalle,
exponentielle de moins x est strictement supérieure à 0. Ce qui revient à dire que notre fonction dérivée h' a le même signe que 1 moins x. Donc, on va l'écrire que h' de x a le même signe que 1 moins x. Donc, pour étudier le signe de h' de x, cela revient à étudier le signe de 1 moins x. Donc, on va étudier le signe de 1 moins x. On a donc 1 moins x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Si et seulement si, on amène ce 1 dans l'autre membre, nous obtenons donc moins x supérieur ou égal à moins 1. Alors ici, on va multiplier cette inéquation par moins 1, tout en sachant qu'en multipliant le tout par moins 1, l'inégalité ici change de sens. Nous obtenons donc x est inférieur ou égal à 1. Alors, ce qui revient à dire que h' de x est donc, puisque c'est le signe de 1 moins x, h' de x est donc supérieur ou égal à 0, si et seulement si x est inférieur ou égal à 1. On conclut que la fonction h est donc croissante sur l'intervalle de 0 à 1. Il est évident que h' de x est donc négatif, si et seulement si x est donc supérieur ou égal à 1. Donc, on va l'écrire que h' de x est donc inférieur ou égal à 0 si et seulement si x est supérieur ou égal à 1. C'est le contraire. Ce qui revient à dire que la fonction h est cette fois-ci ici décroissante sur l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini. On connaît les variations, on peut donc dresser le tableau de variations. Nous avons ici x, ici c'est la dérivée et ici la fonction h. Alors l'intervalle d'étude c'est le 0 à plus l'infini, on a donc 0 ici, et ici on a x inférieur ou égal à 1, donc 1 c'est la valeur qui annule la fonction dérivée. On a une seule valeur, on a 1 ici, et ici c'est plus l'infini. On a vu que h' de x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif, pour x plus petit que 1. Donc ici nous avons plus et ici moins. Donc ici au niveau de 1, c'est la valeur qui annule la fonction dérivée. On va mettre un petit 0 ici. Donc h' de x est positif pour x plus petit que 1. X plus petit que 1, c'est dans cet intervalle. Donc ici nous avons plus et ici nous avons moins. Donc ici on voit donc la croissance et ici c'est la décroissance. Donc on peut donc préciser qu'ici nous avons la croissance et ici la décroissance. Alors par définition, nous avons notre fonction h de x qui est définie par h de x est égal à x exponentielle de moins x. Alors on va calculer h de 1, h de 0 et aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x. Cette limite c'est calculée déjà, on a trouvé que c'est 0. Donc on va calculer h de 0 puisque la fonction h est définie au point x est égal à 0, l'intervalle étant fermé ici. Donc il n'est pas question de calculer la limite, on calcule la valeur prise par h au point x est égal à 0. On va donc calculer cette valeur. H de 0 c'est donc égal à, alors à la place de x on remplace par 0. On a donc 0 qui multiplie exponentielle de 0. Exponentielle de 0 c'est 1. 0 multiplié par 1, c'est égal à 0. Donc ici, nous avons 0. Donc on ramène ce 0 ici, donc on le prend et on le dépose. Ensuite, nous allons calculer h de 1. Donc h de 1, à la place de x, on met 1. On a donc h de 1, c'est 1 qui multiplie exponentielle de moins 1. Ça fait donc exponentielle de moins 1. Donc ici, c'est exponentielle de moins 1. Donc on l'amène ici. Et ensuite, nous avons déjà calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x. On a vu que cette limite, c'est égal à 0. Donc on ramène ce 0 ici. On le prend et on le dépose ici. Donc on voit bien que la fonction h est croissante de 0 à 1, puis décroissante de 1 à plus l'infini. La fonction h admet donc un maximum au point x est égal à 1. Et ce maximum n'est rien d'autre que exponentielle de moins 1. Troisième question.
L'objectif de cette question est de déterminer une primitive de la fonction h. Troisième question petit a, vérifiez que pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, on a h de x est égal à exponentielle de moins x moins h' de x, où h' désigne la fonction dérivée de h. Alors la fonction h de x, on sait que par définition, on a h de x est égal à x exponentielle de moins x, et c'est défini sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. On a vu aussi que la dérivée de h de x, c'est h' de x. On l'a calculé à la question précédente. On a vu h' de x est égal à exponentielle de moins x facteur de 1 moins x. On peut développer ici en enlevant les parenthèses. Nous obtenons donc exponentielle de moins x exponentielle de moins x. Alors, on nous demande de vérifier que pour tout nombre réel x appartenant à cet intervalle, on a h de x est égal à exponentielle de moins h' de x. Donc, on va remplacer pour voir. On remplace donc la dérivée et on fait la somme avec exponentielle de moins x. Nous obtenons donc exponentielle de moins h' de x est égal à, alors on va vérifier si c'est égal à h de x. On remplace donc la dérivée par son expression. Nous obtenons donc exponentielle de moins x moins, entre parenthèses pour éviter les erreurs, exponentielle de moins x exponentielle de moins x. Puis on enlève les parenthèses tout en sachant que moins fois plus c'est moins fois moins c'est plus. Nous obtenons donc exponentielle de moins x exponentielle de moins x, moins fois moins ça fait plus, donc plus x exponentielle de moins x. Alors, exponentielle de moins x exponentielle de moins x, ça s'annule. Donc, ça se simplifie. Et il nous reste x exponentielle de moins x, ce qui est évidemment notre fonction h de x. Donc, on vient de vérifier que pour tout nombre réel appartenant à cet intervalle, h de x est égal à exponentielle de moins h' de x. Troisième question, petit b, déterminer une primitive sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini de la fonction qui à x associe exponentielle de moins x. Alors quand on regarde le tableau des primitives, on sait que la primitive de la fonction qui à x associe u' de x exponentielle de u de x, c'est la fonction qui à x associe exponentielle de u de x. Donc ici, on nous demande la primitive de exponentielle de moins u de x. On va donc poser u de x est égal à moins x. Donc en posant u de x est égal à moins x, cette fonction est une fonction qui est dérivable. Donc en dérivant, nous obtenons donc u' de x est égal à moins 1. En remplaçant ici, nous obtenons donc la primitive de moins 1 qui multiplie exponentielle de moins x, c'est-à-dire moins exponentielle de moins x, c'est donc la fonction exponentielle de moins x. Donc, on va écrire ce qui revient à dire que la primitive de la fonction qui est à x associe moins exponentielle de moins x, c'est donc la fonction qui à x associe exponentielle de moins x. Alors, ici, on nous demande la primitive de exponentielle de moins x. Cependant, ici, nous avons la primitive de moins exponentielle de moins x. On rappelle que si f a pour primitive grand F, il est évident alpha f a pour primitive alpha grand F. Alpha est une constante. Donc, pour alpha égale à moins 1, donc en multipliant par moins 1, nous obtenons donc la primitive de moins facteur de moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire la primitive de exponentielle de moins x, c'est donc la fonction qui à x va associer moins exponentielle de moins 1. Donc, on a multiplié par moins 1. On conclut que la primitive de la fonction qui à x associe exponentielle de moins x, c'est donc la fonction qui à x associe moins exponentielle de moins x. Troisième question petit c. Déduire des deux questions précédentes une primitive de la fonction h sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Alors, on vient de voir que la primitive de la fonction qui a x associée exponentielle de moins x, c'est
la fonction qui a x associe moins exponentielle de moins x. On vient de voir aussi que h de x est égal à exponentielle de moins x moins h' de x. Donc la primitive de h de x, c'est donc la primitive de la fonction exponentielle de moins x moins la primitive de la fonction h' de x. On sait que la primitive de la fonction h' de x, c'est h de x. Et la primitive de la fonction exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Donc en faisant la différence, nous obtenons la primitive de h de x. On va donc écrire. Alors, puisque pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, on a h de x est égal à exponentielle de moins x moins h' de x. D'après le petit a, 3 petit a. Et d'après le petit b aussi, nous avons la primitive de exponentielle de moins x. Donc, soit grand h, la primitive de petit h de x sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. Donc, on va écrire que grand h de x, c'est donc la somme des primitives. Donc, on va prendre la primitive de exponentielle de moins x qui est moins exponentielle de moins x et la primitive de h' de x qui est h de x. Donc, on a moins exponentielle de moins x moins h de x. On remplace h de x par sa valeur, par son expression, c'est x exponentielle de moins x. Nous obtenons donc moins exponentielle de moins x exponentielle de moins x. Alors ici, on peut mettre exponentielle de moins x en facteur. Le moins aussi, on peut le mettre en facteur. Et nous obtenons moins exponentielle de moins x facteur de 1 plus x. Nous venons de finir la partie A. Nous allons maintenant faire la partie B. Partie B. On définit les fonctions f et g sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini par f de x est égal à x exponentielle de moins x plus ln de x plus 1 et g de x est égal à ln de x plus 1. On note CF et CG les représentations graphiques respectives des fonctions f et g dans un repère orthonormé. On nous dit, ces deux courbes sont tracées en annexe page 8. Cette annexe est à rendre avec la copie. Nous avons donc les deux courbes ici. Nous avons en rouge la courbe de la fonction f et en bleu la courbe de la fonction g. La première question. Pour un nombre réel x appartenant à l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, on appelle M le point de coordonnées xf de x et n le point de coordonnées xg de x. M et n sont donc les points d'abscisse x appartenant respectivement aux courbes CF et CG. Première question, petit a. Déterminer la valeur de x pour laquelle la distance mn est maximale et donner cette distance maximale. Alors, on va placer x quelque part ici. On va prendre donc x ici. Alors, on mène une parallèle à l'axe des ordonnées. Nous avons donc ici, c'est le point n qui appartient à la courbe CG. Et ici, nous avons le point M qui appartient à la courbe CF. Et en menant donc une projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, à partir du point M, nous obtenons donc ici f de x. Et par rapport au point N, nous obtenons ici g de x. Alors la distance mn, on sait que la distance entre deux points est donnée par la formule. Donc la distance mn est égale à la racine carrée de xn moins xm au carré plus yn moins ym au carré. Alors, on constate que xn et xm sont confondus. Donc, c'est la même valeur. xn est égal à xm. Donc, cette différence, xn moins xm, est égale à 0. 0 au carré, c'est 0. Donc, il nous reste, c'est donc la racine carrée de yn moins ym au carré. Alors, donc, on peut donc supprimer le carré et le signe radical. Ceci est égal donc à la valeur absolue de yn moins ym. Alors, ym, c'est f de x, yn, c'est g de x.
Donc, c'est la valeur absolue. On remplace donc yn par g de x, ym par f de x. Nous obtenons donc la valeur absolue de g de x moins f de x. Alors, on sait que la valeur absolue d'un nombre réel a, c'est égal à a si a est positif. Et c'est égal à moins a si a est négatif. Or, ici, on constate que f de x, la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Ce qui revient à dire que f de x est au-dessus de f de x est supérieur ou égal à g de x. Donc, on va l'écrire, puisque f de x est supérieur ou égal à g de x, donc g de x moins f de x est négatif. Donc, la valeur absolue est égale à moins facteur de g de x moins f de x, c'est-à-dire moins g de x plus f de x. Donc, cette valeur absolue, c'est égal à f de x moins g de x. Donc, la distance mn, c'est donc la différence f de x moins g de x. On reprend la question. Première question petit a, déterminer la valeur de x pour laquelle la distance mn est maximale et donner cette distance maximale. Alors, on vient de voir que la distance mn est égale à la valeur absolue de g de x moins f de x. On a vu que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à g de x. Ce qui montre que cette valeur absolue est égale à f de x moins g de x. Alors, on va donc remplacer f de x et g de x par leurs expressions. Donc, ceci nous donne x exponentielle de moins x plus ln de x plus 1, ça c'est l'expression de f de x, moins l'expression de g de x, c'est ln de x plus 1. Donc, moins ln de x plus 1. Alors, on peut donc simplifier ln de x plus 1 et moins ln de x plus 1. Et il nous reste x exponentielle de moins x, qui n'est rien d'autre que la fonction h de x. Alors, on a vu à la question de petit a que la fonction h de x atteint son maximum au point x est égal à 1, voire le tableau de variation. Et ce maximum n'est rien d'autre que exponentielle de moins 1. Donc, on va le préciser que, puisque mn est égal à h de x, donc mn est maximal, cette distance est maximale au point d'abscisse x est égal à 1. Et ce maximum n'est rien d'autre que h de 1, c'est-à-dire exponentielle de moins 1. Donc, on le précise que ce maximum est h de 1 qui est égal à exponentielle de moins 1. Première question, petit b. Placez sur le graphique fourni en annexe page 8 les points M et N correspondant à la valeur maximale de la distance Mn. On vient de voir que la distance Mn est maximale au point d'abscisse x est égal à 1. Donc, on va donc placer au point d'abscisse x est égal à 1 les points M et N. Nous reprenons donc notre graphique. Alors, x est égal à 1, nous sommes ici. Donc, on va tracer une parallèle à l'axe des ordonnées. Nous avons donc ici le point N et ici le point M. Deuxième question. Soit lambda un réel appartenant à l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini. On note dès lambda le domaine du plan délimité par les courbes CF et CG et par les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à lambda. Petit a, assurer le domaine des lambda correspondant à la valeur lambda proposée sur le graphique en annexe page 8. Donc, on nous demande d'assurer le domaine des lambda. Nous allons reprendre donc le graphique. Alors, sur le graphique, on a placé le point M et N. Donc, dès lambda, nous avons la valeur de lambda ici. Donc, on peut tracer une parallèle à l'axe des ordonnées passant par lambda. Donc, c'est la droite d'équation x est égal à lambda. Nous avons donc la droite d'équation x est égal à lambda. Donc, d lambda n'est rien d'autre que le domaine entre les deux courbes à partir de 0 jusqu'à la valeur x est égal à lambda. Donc, on va assurer et nous avons donc ici d lambda. Deuxième question petit b. On note à lambda l'aire du domaine d lambda exprimé en unité d'aire.
démontrer que A lambda est égal à 1 moins lambda plus 1 sur exponentielle de lambda. Alors, A lambda, c'est l'aire du domaine des lambda. Étant donné que f de x est supérieur ou égal à g de x, donc la différence f de x moins g de x est donc positive. Ce qui revient à dire que A lambda n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à lambda de f de x moins g de x. Donc on l'écrit, on a donc A lambda, c'est l'intégrale de 0 à lambda f de x moins g de x dx. Alors f de x moins g de x, on a vu que cette différence est égale à h de x, c'est-à-dire cette différence est égale à x exponentielle de moins x. Donc on remplace, c'est l'intégrale de 0 à lambda x exponentielle de moins x dx, qui n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à lambda h de x dx. À la question précédente, on a calculé la primitive de la fonction h de x. On connaît donc la primitive de la fonction h de x. Donc l'aire A lambda n'est rien d'autre que la valeur grand H de lambda moins grand H de 0. Donc on va le préciser que puisque la fonction grand H est une primitive de la fonction petit h sur l'intervalle fermé à 0 ouvert à plus l'infini, donc A lambda qui est égal à l'intégrale de 0 à lambda f de x moins g de x dx, qui est égal donc à l'intégrale de 0 à lambda h de x dx. C'est donc, on remplace donc par la primitive, nous obtenons donc, entre crochets, grand H de x de 0 à lambda. Donc on aura grand H de lambda moins grand H de 0. Alors on vient d'écrire que A de lambda, c'est donc l'intégrale de 0 à lambda h de x dx. Et comme on connaît la primitive de la fonction petit h, c'est grand H de x, ce qui nous donne donc grand H entre crochets, et ici nous avons 0, et ici lambda. C'est donc grand H de lambda moins grand H de 0. Alors d'après la question de petit b, de la partie b, on a vu que grand H de x, c'est moins exponentielle de moins x facteur de 1 plus x. Donc on va remplacer, nous obtenons donc l'aire A lambda qui est égal à l'intégrale de 0 à lambda de f de x moins g de x dx. On a vu ici, donc c'est donc entre crochets grand H de x, les valeurs, ici nous avons 0 et ici lambda, donc on va remplacer, ça fait donc grand H de lambda moins grand H de 0. Donc ce qui nous donne, on remplace grand H de x par son expression, nous obtenons donc ici, donc quand x va prendre la valeur lambda, moins quand x va prendre la valeur 0. Ce qui nous donne donc, moins quand x va prendre la valeur lambda, on a donc moins exponentielle de moins lambda, facteur de 1 plus lambda, puis moins quand x va prendre la valeur 0, c'est-à-dire moins facteur, avec ce nom-là ça fera plus, donc moins facteur, de ici on aura 0 et ici on aura 0, donc on a moins facteur de moins exponentielle de 0, facteur de 1 plus 0 pour éviter les erreurs. On a mis donc entre parenthèses. Alors on développe donc, ici on va donc multiplier, nous obtenons moins exponentielle de moins lambda fois 1, ça fait moins exponentielle de moins lambda, puis moins exponentielle de moins lambda qui multiplie lambda, ça fait donc moins lambda exponentielle de moins lambda. Donc on va donc développer. Alors ici, on sait que exponentielle de 0, c'est 1. Donc ici, on aura moins 1 qui multiplie 1 ici. Nous obtenons donc moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Multiplié par ce moins, ça fait donc plus 1. Donc nous obtenons, alors on va donc développer. On a donc moins exponentielle de moins lambda, facteur de 1 plus lambda. Et ici, nous obtenons donc moins facteur de, alors ici, on a moins 1. Parce que exponentielle de 0, c'est 1. Et ici, 1 plus 0, ça fait bien 1. Donc, on a moins facteur de moins 1 qui multiplie 1. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Avec ce moins, ça fait plus 1. Donc, on a moins exponentielle de moins lambda, facteur de 1 plus lambda, plus 1. Alors, en commençant par 1, nous obtenons donc, on sait que exponentielle de moins lambda, c'est 1 sur exponentielle de lambda. Donc, ceci nous donne 1 moins
lambda plus 1 sur exponentielle de lambda. Deuxième question petit c. Calculer la limite de a lambda lorsque lambda tend vers plus l'infini et interpréter le résultat. Alors on nous demande de calculer la limite quand lambda va tendre vers plus l'infini. Nous obtenons donc la limite quand lambda va tendre vers plus l'infini de a lambda, c'est donc la limite de son expression ici, c'est-à-dire la limite de 1 moins lambda plus 1 sur exponentielle de lambda. Ici, nous avons une constante, donc ce qui nous donne 1 moins la limite quand lambda tend vers plus l'infini de lambda plus 1 sur exponentielle de lambda. Ici, on peut donc séparer. On aura donc lambda sur exponentielle de lambda plus 1 sur exponentielle de lambda. Ce qui nous donne donc 1 moins, entre parenthèses, la limite quand lambda tend vers plus l'infini de lambda sur exponentielle de lambda plus la limite quand lambda tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de lambda. Alors, quand lambda va tendre vers plus l'infini, il est évident que exponentielle de lambda va tendre vers plus l'infini. Donc ici, on aura 1 sur l'infini, ce qui nous donnera 0. Par contre, ici, quand lambda va tendre vers l'infini, on aura donc l'infini au numérateur. Exponentielle de lambda va tendre aussi vers l'infini. Donc, on aura l'infini sur l'infini, ce qui nous donnera une forme indéterminée. Donc, on a 1 moins cette situation. On a donc plus l'infini sur plus l'infini plus 1 sur plus l'infini. Ici, 1 plus 1 sur plus l'infini nous donne 0. Par contre, ici, nous avons une forme indéterminée. Alors, pour lever cette forme indéterminée, on va faire appel au théorème des croissances comparées. Nous l'avons déjà vu. Ici, nous avons donc cette limite. La limite quand lambda tend vers plus l'infini de lambda sur exponentielle de lambda, ça correspond à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x. Cette limite est égale à 0. La fonction exponentielle croît plus vite que la fonction polynôme. Ce qui revient à dire que la limite quand lambda va tendre vers plus l'infini de lambda sur exponentielle de lambda est égale à 0. Donc, cette limite est égale à 0. Celle-ci aussi est égale à 0. Donc, on remplace. Nous obtenons donc la limite quand lambda va tendre vers plus l'infini de a lambda. C'est la limite quand lambda va tendre vers plus l'infini de 1 moins lambda plus 1 sur exponentielle de lambda. Ce qui nous donne donc 1 moins la limite quand lambda va tendre vers plus l'infini de lambda sur exponentielle de lambda plus la limite quand lambda va tendre vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de lambda. Ce qui nous donne donc, on a vu que cette limite c'est 0. Ici, on sait que la limite vaut 0 parce que c'est 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, on a 1 moins 0 plus 0. 0 plus 0, c'est 0. 1 moins 0, c'est égal à 1. Donc, la limite quand lambda tend vers plus l'infini de a lambda est égale à 1. Alors, dans la question, on nous demande d'interpréter ce résultat. Alors, cette limite, puisque lambda va tendre vers plus l'infini, or a lambda n'est rien d'autre que l'aire du domaine délimité par les deux courbes. La droite d'équation, donc ici, x est égal à 0 et x est égal à lambda. Donc, c'est l'aire entre les deux courbes. Puisque cette limite est égale à 1, donc on peut dire que l'aire entre les deux courbes est égale à 1, c'est-à-dire une unité d'aire. Si l'unité d'aire est le centimètre carré, donc l'aire entre les deux courbes vaut 1 cm². Si l'unité d'aire vaut 3 cm² ou 4 cm², donc l'aire entre les deux courbes est égale à 3 ou 4 cm² selon l'unité d'aire utilisée. Troisième question, on considère l'algorithme suivant. Nous avons l'algorithme ici, les variables sont lambda et s. Ici, nous avons les instructions d'initialisation. Et ici, nous avons les instructions du traitement. On a la boucle tant que. Et à la sortie, on affiche la valeur de lambda. La question, quelle valeur affiche cet algorithme si on saisit la valeur s est égale à 0,8? Alors, au niveau du traitement, on va donc relire l'algorithme. Les variables qui sont déclarées, on a
lambda qui est un réel positif et S qui est un réel strictement compris entre 0 et 1. Au niveau de l'initialisation, on saisit, alors c'est l'opérateur qui donne la valeur de S. Donc on initialise S par rapport à la valeur saisie par l'utilisateur. Alors ici, on a lambda prend la valeur 0, donc on initialise lambda à 0. Et au niveau du traitement, nous avons l'instruction tant que. La condition ici, c'est la condition de répétition des instructions qui se trouvent ici. On a une seule instruction. Donc, tant que cette condition est satisfaite, on continue à répéter cette instruction, c'est-à-dire lambda prend la valeur lambda plus 1, c'est-à-dire on incrémente lambda. Donc, lambda au départ c'est 0, ça sera 0 plus 1, c'est-à-dire 1, et après ça sera 1 plus 1, ça sera 2, et après ça sera 2 plus 1, ça sera 3, et ainsi de suite. Dès que la condition d'arrêt sera satisfaite, c'est-à-dire la condition, le contraire ici, c'est-à-dire 1 moins lambda plus 1 sur exponentielle de lambda supérieur ou égal à S. C'est la condition d'arrêt. Dès que la condition d'arrêt est satisfaite, on sort de la boucle tant que, puis on affiche la dernière valeur de lambda. Donc on dit quelle valeur affiche cet algorithme si on saisit la valeur S est égal à 0,8. On va préciser que l'algorithme va afficher la valeur de lambda pour laquelle la condition d'arrêt est satisfaite, c'est-à-dire 1 moins lambda plus 1 sur exponentielle de lambda supérieur ou égal à 0,8. Alors on va chercher cette valeur. Nous allons donc calculer pour différentes valeurs de lambda, 1 moins lambda plus 1 sur exponentielle de lambda pour voir si cette valeur est toujours inférieure à 0,8, on continue à calculer les valeurs de lambda. Si on trouve que cette valeur est supérieure ou égale à 0,8, à ce moment, on arrête et on affiche la valeur de lambda. Donc, nous allons calculer les valeurs de 1 moins lambda plus 1 sur exponentielle de lambda pour différentes valeurs de lambda. Alors, pour lambda est égal à 0, on va calculer, ça sera donc 1 moins 0 plus 1 sur exponentielle de 0. C'est évident, ça fait donc 0 plus 1, c'est 1. Et au dénominateur, c'est 1. Donc, on a 1 moins 1 sur 1, ça fait donc 1 moins 1, c'est 0. On voit bien que 0 est inférieur à 0,8. On continue, c'est pas une condition d'arrêt. Donc, pour lambda égale à 1, on remplace ici dans cette expression lambda par 1. Nous obtenons donc 1 moins 1 plus 1 sur exponentielle de 1. 1 plus 1, ça fait 2, donc on a 1 moins 2 sur exponentielle, sur E. C'est à peu près égal, si on prend la calculatrice, c'est 264 241. On voit bien que cette valeur est inférieure à 0,8, strictement inférieure. On continue, ce n'est pas une condition d'arrêt. Donc pour lambda est égal à 2, on remplace dans cette expression, on a donc 1 moins 2 plus 1 sur exponentielle de E au carré. Donc ça fait 1 moins 3 sur E au carré. On prend la calculatrice. Nous obtenons à peu près 0,593 994. Et ceci est toujours strictement inférieur à 0,8. Ce n'est pas une condition d'arrêt. On continue. Alors, pour lambda est égal à 3, parce qu'à chaque fois, on incrémente lambda. Donc, pour lambda égale à 3, on remplace ici, nous obtenons donc 1 moins 3 plus 1 sur exponentielle au cube. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, on a 1 moins 4 sur E au cube. On prend la calculatrice, on trouve, c'est à peu près 0,800 852. On voit bien que 0,800 est bien largement supérieur à 0,8. Donc, on va écrire que ceci est supérieur ou égal à 0,8. Ici, nous avons donc la condition d'arrêt de notre boucle tant que. Donc, on sort de la boucle. En sortant de la boucle, nous avons la valeur en mémoire de lambda qui est égale à 3. Et à la sortie, on affiche cette valeur. Donc, l'algorithme va afficher la valeur 3. Troisième question petit b. Quel est le rôle de cet algorithme? Il est évident qu'ici, on calcule la toute première valeur de lambda pour laquelle
la condition d'arrêt est satisfaite, c'est-à-dire la première valeur, la toute première valeur qui correspond donc à la plus petite valeur pour laquelle 1 moins lambda plus 1 sur exponentielle de lambda est supérieur ou égal à 0,8. Donc on va écrire que cet algorithme calcule la plus petite valeur entière de lambda pour laquelle nous avons A lambda est supérieur ou égal à S. Tout en sachant que S est la valeur saisie par l'opérateur. Et ce rapport n'est rien d'autre que A lambda. Merci Kempermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.